Je n'aurais jamais imaginé qu'une soirée paisible passée chez moi, à Angers, avec mon fils, pourrait me pousser à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'intimité, les limites et l'amour. Peut-être que si vous êtes mère, vous comprenez cette sensation. Votre enfant est votre monde. La raison pour laquelle vous vous levez chaque matin. La seule chose qui vous empêche de tomber dans le vide quand le monde semble vous être hostile. Je m'appelle Claire Delorme, j'ai 44 ans et je travaille comme infirmière aux urgences dans un petit hôpital public d'Angers depuis plus de 15 ans. Divorcée depuis que mon fils Thomas avait 7 ans, il était et reste la seule personne qui compte vraiment dans ma vie. Aujourd'hui, il a 22 ans et étudie la biologie à l'université d'Angers. Thomas est quelqu'un de posé, mature, et pour être honnête, je crois que je m'appuie sur lui plus que je ne devrais. Notre relation est incroyablement proche. Peut-être même trop. Ceux qui nous entourent nous prennent souvent pour des frères et sœurs. C'était dit avec bienveillance, et je pensais la même chose. Jusqu'à cette nuit d'octobre, plus froide que ce que l'automne aurait dû offrir. Thomas rentrait épuisé de sa garde au laboratoire de l'université. Je lui ai simplement dit que son lit était libre dans ma chambre, que c'était plus chaud que sa chambre froide sous les toits du vieil immeuble. Ce n'était pas un bruit qui m'a réveillé au milieu de la nuit, mais une sensation. Cette proximité presque palpable de quelqu'un qui respire doucement contre la nuque, un souffle chaud qui m'a enveloppé, comme lorsque Thomas était enfant. Au début, rien d'anormal, mais il y avait quelque chose de différent. Sa respiration était trop régulière, trop consciente. Ses bras ne se contentaient pas de serrer, ils touchaient, tenaient, comme s'ils attendaient quelque chose. Et c'est là que j'ai compris, Thomas ne dormait pas. Et moi, je ne savais plus si j'avais un enfant à côté de moi ou quelque chose d'autre. Peut-être que cela vous déroutera, vous mettra en colère, ou vous inspirera de la pitié. Mais si vous lisez ces lignes, je vous en prie, restez jusqu'au bout. Ce n'est pas une histoire apaisante. C'est une histoire où les frontières sont testées, où l'amour se confond avec l'erreur, et où parfois, le cri le plus fort d'une famille est son silence. J'ai toujours pensé ma vie comme un patchwork fragile, cousu à la va-vite avec des ficelages qui empêchent juste tout de se défaire. Aux urgences de l'hôpital d'Angers, je pensais les blessures des autres avec sang-froid, mais personne n'a jamais recousu ce qui se brisait en moi. Quand Thomas avait 7 ans, son père, Sébastien, est parti. Pas un mauvais homme, juste un jour il a fermé la porte en disant « je dois réfléchir », et il est parti vivre à Nantes sans jamais se retourner. Pas de scandale, pas de cris, juste un silence qui vous rend invisible. Ma famille, à Angers ou ailleurs, n'a jamais été proche. Ma sœur vit à Lyon et nous ne parlons presque jamais. Alors il ne restait que nous deux, Thomas et moi. Quand un enfant perd son père et qu'une mère devient à la fois mère et père, le lien qui les unit dépasse la simple maternité. C'est un lien de survie. On se regarde dans les yeux, et on sait qu'il n'y a que nous. Thomas a toujours été calme, peu pleurnichard, jamais plainte. Il comprenait ma fatigue après mes nuits de garde, préparait son petit déjeuner quand je dormais tard. Un jour, je me suis réveillée à 10 heures, presque en retard pour ses cours. Il m'a juste regardé en souriant, me disant que c'était son cours d'éducation physique, pas de souci. Nous avons tout partagé, les repas, les conversations, les petites escapades du week-end. Je pensais que c'était beau, qu'aucune mère ne pouvait rigoler devant une émission débile à minuit comme je le faisais avec mon fils. Thomas a choisi une université proche de la maison, à seulement 20 minutes à vélo. Quand je lui ai dit qu'il aurait pu choisir mieux, il a haussé les épaules. Je lui ai lancé, moitié en plaisantant, « Alors si je pars, tu ne peux pas vivre sans moi. » Il a souri doucement, « Je n'ai pas peur de toi, maman. Je ne veux juste pas vivre sans toi. » Je ne sais pas si c'était du bonheur ou quelque chose de plus étrange qui palpitait dans ma poitrine. Une douleur silencieuse, froide. Pendant ces 4 années d'université, Thomas est resté à la maison. Pas de fête, pas de copines ramenées à la maison. Il allait en cours, travaillait à mi-temps, dînait avec moi tous les soirs. Chaque semaine, on mettait nos pyjamas, on faisait du pop-corn, et on regardait des vieux films français. Je pensais que nous étions une équipe, mais maintenant je vois que nous vivions peut-être comme un couple. Sans le savoir. Nous vivions dans un quartier tranquille d'Angers, avec ses maisons anciennes aux toits pentus, ses vérandas en bois, et ses jardins modestes où la verdure se battait pour exister. La maison d'Aix-en-Grave côté appartenait à Monsieur Lefebvre, un homme dans la cinquantaine, grand, à la voix grave, toujours souriant malgré la solitude depuis la mort de sa femme d'un cancer il y a 2 ans. Il venait chaque dimanche arroser ses fleurs, accompagné de son golden retriever, Gustave. Monsieur Lefebvre était impossible à détester. Il savait quand parler, quand se taire, réparait la chaudière quand elle boudait, envoyer un message si la tempête faisait rage. Parfois, quand je restais seule sur la véranda avec un café, il venait s'asseoir à côté de moi, sans jamais flirter, sans jamais saisir ma main, mais pas tout à fait un étranger non plus. Parfois, nous dînions à 3, Thomas, lui et moi. On discutait de livres, d'actualités, ou on riait simplement des bêtises de Gustave,
le chien qui détestait ses pantoufles. Mais Thomas gardait toujours une certaine distance avec Monsieur Lefebvre. Il était poli, respectueux, mais ses yeux portaient une froideur subtile, comme s'il jaugeait l'homme et se méfiait. Je lui demandais parfois ce qu'il pensait de lui, et sa réponse était toujours la même. Bien. Juste ce mot, ni plus, ni moins. Je ne m'étais jamais trop inquiété. Jusqu'à ce fameux soir d'hiver où la chaudière a encore fait des siennes. Monsieur Lefebvre est venu avec sa petite boîte d'outils. Je l'ai invité à entrer. Thomas était dans la cuisine, le nez collé à son téléphone, mais dès que Monsieur Lefebvre a franchi le seuil, j'ai senti l'atmosphère changer. En allant chercher une serviette, j'ai entendu sa voix basse, presque un murmure, « Thomas ne m'aime pas ». J'ai ri nerveusement, « Non, il est juste discret ». Il a hoché la tête, mais ses yeux sont retournés vers le couloir où Thomas venait de disparaître, et cette fois, ça m'a glacé. À partir de ce jour, j'ai commencé à observer Thomas d'un œil nouveau. Ce n'était pas de la colère ni de la haine dans ses yeux quand Monsieur Lefebvre était là, mais une sorte de possessivité, comme si quelqu'un essayait de m'arracher à lui. Au début, j'ai trouvé ça ridicule, mais peu à peu, j'ai dû admettre qu'il y avait quelque chose. Des petits signes. Thomas rapprochait sa chaise de moi, posait une main légère sur mon épaule, un geste si doux que je sentais chaque fibre de ma peau vibrer. Un soir, j'ai demandé à Monsieur Lefebvre ce qu'il pensait de tout ça. Il a haussé les épaules, je ne crois pas qu'on doive toujours accepter l'aide des étrangers. J'ai ri, mais au fond, quelque chose s'agitait en moi. Elle faisait frais, mais pas assez pour claquer la porte en la fermant. Gustave aboyait doucement avant de se rouler en boule devant la cheminée. Thomas rentrait d'une longue garde à la bibliothèque universitaire, les épaules basses, la voix fatiguée. Je l'ai interrogé en entrant, « Tu as mangé quelque chose ?» Il a souri étrangement, un demi-pain au chocolat dans la voiture, le reste dans la bibliothèque. Puis, il a déposé son sac près de la porte et s'est allongé, la tête prête à exploser. Je l'ai regardé, et l'instinct maternel m'a poussé à l'inviter à venir se réchauffer dans ma chambre, là où la chaudière fonctionnait encore. Il a acquiescé sans un mot, un sourire léger sur le visage. Ses pas étaient lourds de fatigue, et il s'est allongé sous la couverture que j'avais sortie. Et la lumière tamisée de la lampe de chevet diffusait une lueur douce, presque hypnotique. Thomas, tourné vers le mur, semblait enveloppé dans un cocon. Je me suis assise au bord du lit, le dos appuyé contre la tête de lit, et j'ai ouvert mon téléphone pour vérifier quelques messages du travail. Lentement, la chaleur a envahi la pièce, non seulement à cause du radiateur électrique, mais aussi par quelque chose de plus subtil. Je ne saurais dire à quel moment exactement je me suis endormie. Peut-être quand mon téléphone a glissé de mes mains, ou lorsque le souffle régulier de Thomas est devenu une berceuse, ou peut-être parce que moi aussi, j'avais besoin de m'abandonner à quelque chose, à un refuge. Ce qui m'a réveillée, ce n'était pas un bruit, mais une sensation. Ce souffle chaud sur ma nuque, ce bras doux qui m'enlaçait à la taille, ni trop serré ni trop lâche. Ce n'était pas la panique qui m'a saisie, mais un étrange apaisement. Thomas avait toujours fait ça, quand il était petit, lors des orages, quand il venait pleurer dans ma chambre et que je lui disais « Viens, viens, reste ici ». Il se blottissait contre moi comme un chaton, et dormait paisiblement, sans peur. Je n'ai pas bougé. J'ai senti la chaleur des bras de mon fils autour de moi, mais mon esprit oscillait entre rêve et réalité. Puis j'ai réalisé, Thomas ne dormait pas. Sa respiration était trop régulière, trop contrôlée. Il n'y avait pas la douceur du sommeil, mais une tension dans le silence. J'ai avalé difficilement, ma voix à peine un souffle. « Tu ne dors pas ?» Un murmure, presque timide, « Je me sens un peu mieux comme ça. » J'ai eu un sursaut, puis j'ai essayé de me détendre, de croire que c'était comme autrefois, qu'il était juste ce petit garçon que j'ai toujours connu. Mais mon cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'incertitude. Ses bras étaient légers, mais il y avait une sorte de contrôle dans cette étreinte, comme s'il tenait quelque chose de fragile qu'il ne voulait pas lâcher. J'ai fermé les yeux, incapable de dire quoi que ce soit. J'aurais dû lui dire de partir, mais les mots étaient coincés dans ma gorge, comme s'ils étaient prisonniers d'une tempête silencieuse. Nous sommes restés ainsi, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure, le temps s'étiolant au rythme du tic-tac de l'horloge et du ronronnement du radiateur. Puis Thomas s'est légèrement rapproché, son corps devenant plus chaud, son souffle caressant ma nuque d'un air presque cérémonial. Je n'ai pas osé me retourner. Ce n'était pas la peur qui me retenait, mais la crainte de ce regard, de ces yeux qui ne reflétaient plus l'innocence d'un enfant, mais la lutte intérieure d'un homme. Elle a murmuré près de mon oreille. « Maman, ça va ?» J'ai seulement hoché la tête, tandis que sa main pressait doucement mon bras, comme une habitude ancrée, un rituel silencieux. Ce geste n'était pas forcé, ni insistant, mais chargé d'une intention. J'ai avalé, le poids de la question résonnant dans ma poitrine. « Pourquoi fais-tu ça ?» La réponse restait coincée quelque part entre l'inconscient et la réalité. Le silence s'est installé à nouveau, lourd, incertain.
J'ai senti ses doigts tracer une ligne douce sur le dos de ma main. Les jours qui ont suivi cette nuit où tout avait basculé, mon esprit était un chaos dont je ne pouvais ni me défaire ni comprendre la logique. Angers s'étirait autour de moi, paisible et indifférente, comme si rien ne s'était passé dans notre maison, rien ne menaçait mon équilibre fragile. Pourtant, chaque coin de ma chambre, chaque recoin de notre salon semblait chargé d'une tension invisible, lourde, presque palpable. Le souvenir de Thomas, de ses bras qui m'avaient tenu, de ce souffle qui avait éveillé en moi une tempête que je refusais de nommer, restait suspendu dans l'air, comme un parfum entêtant dont on ne peut se débarrasser. J'y passais mes journées à l'hôpital, à soigner, à penser, à calmer des inconnus, tandis que mes propres blessures s'ouvraient un peu plus chaque heure. Le sourire professionnel que j'arborais masquait une fatigue extrême, un épuisement de l'âme. Je devenais experte à dissimuler ce que je ne voulais partager avec personne. Et pourtant, malgré le tumulte intérieur, je continuais à vivre, à fonctionner, à respirer, comme une automate programmée pour survivre. Un après-midi brumeux, alors que le vent faisait claquer les volets, j'ai aperçu Thomas dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il portait une veste grise délavée, ses cheveux en bataille trahissaient une nuit courte, peut-être blanche. Son regard croisa le mien et, dans cet échange silencieux, j'ai senti une distance nouvelle s'installer, comme un mur que je ne savais pas comment franchir. Il n'y avait ni reproche, ni colère, juste un calme étrange, presque glacial, qui me glaçait le sang. Je me suis surprise à observer ses gestes, à analyser chaque mouvement, chaque tic nerveux, comme si je découvrais un étranger dans la peau de mon fils. Ce regard, à la fois lourd et vide, me hantait. Ce fut cette même nuit que je surpris la lueur d'une présence dans la rue, un éclat furtif au loin. Une voiture grise était stationnée à une dizaine de mètres, son moteur éteint, les phares éteints aussi. Une silhouette se dessinait derrière le volant, immobile, silencieuse. J'ai eu l'impression qu'on m'observait, qu'on scrutait chaque geste, chaque battement de mon cœur. Un frisson me parcourut, glacé, et je me suis précipitée pour tirer les rideaux, verrouiller les portes, comme si ces gestes pouvaient me protéger d'une menace invisible. Le lendemain matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai découvert une enveloppe sans adresse, pliée en 3. À l'intérieur, un simple message griffonné à l'encre noire, plus on cache, plus on expose. Ces mots étaient un coup de poignard, un avertissement muet qui résonnait dans tout mon être. Qui avait écrit cela? Était-ce une menace, un appel à l'aide, ou simplement la vérité qui me regardait droit dans les yeux? Je restais figée, incapable de détacher mon regard du papier, tandis que la rue semblait reprendre son calme indifférent. Cette même nuit, les cauchemars me tenaillaient. Je revoyais Thomas, debout devant la fenêtre, son visage blafard éclairé par la pâle lumière de la lune. Il ne sonnait pas à la porte, ne parlait pas, mais son regard traversait les vitres comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Puis, dans l'ombre, Monsieur Lefebvre apparaissait, silencieux, recueillait une vieille photo que je gardais précieusement sur ma table de chevet, et la retournait face contre table. Je sentais ses pas s'approcher, et au réveil, mon corps était trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Le matin suivant, la photo avait été retournée. Je ne saurais dire si c'était un oubli de ma part ou si quelqu'un était entré ici, dans notre sanctuaire. Pourtant, aucune porte forcée, aucun signe d'effraction. Simplement la certitude, sourde et implacable, que nous n'étions plus seuls. Le premier hiver s'installa avec son cortège de pluies battantes. Je me retrouvai un soir, recroquevillé sur le canapé, enveloppé dans une couverture trop légère, le regard perdu sur un documentaire diffusé à la télévision. L'atmosphère était lourde, oppressante. Puis, soudain, 3 coups timides, presque hésitants, frappèrent à la porte. Mon cœur bondit. Qui pouvait venir à une heure si tardive, par ce temps déchaîné? J'ouvris, et là, sous la pluie, trempé jusqu'aux os, se tenait Thomas. Sans parapluie, sans un mot. Son visage était marqué par la fatigue, les yeux rouges, comme s'il avait pleuré ou marché des heures. Son silence me glaça autant que la pluie. Je l'ai fait entrer, refermer la porte derrière lui. Il ne s'est pas plaint du froid, ne s'est pas excusé d'être venu ainsi. J'ai insisté pour qu'il prenne une douche, lui ai parlé doucement, tentant de dissiper cette froideur qui semblait l'engloutir. Il est sorti 10 minutes plus tard, les cheveux encore humides, portant un vieux peignoir que j'avais gardé pour lui. Il s'est assis sans un mot, me disant simplement qu'il m'avait manqué. Je n'avais pas la force de répondre. Cette nuit-là, les mots qu'il balbutiait me déchiraient le cœur. Il parlait de lettres écrites puis brûlées, de sentiments qu'il ne pouvait nommer. Il voulait qu'on le voie autrement, pas seulement comme un fils, mais comme un homme. Je l'ai regardé, droit dans les yeux, et j'ai vu toute la douleur, la solitude, la lutte silencieuse. J'ai tendu la main, effleuré sa joue, et il s'est laissé faire, la tête penchée, fragile comme un oiseau blessé. Nous n'avons rien dit de plus. Nous sommes restés là, à 2 pas l'un de l'autre, une distance qui n'était plus confortable, plus sûre, mais inévitable. Thomas a pris mon poignet,
doucement, sans serrer, juste pour marquer une présence, un lien brisé mais pas encore rompu. J'ai lâché sa main, consciente que nous étions à un tournant sans retour. Les semaines suivantes, le silence s'installa entre nous, épais et difficile à traverser. Thomas partit finalement pour la résidence universitaire, emportant avec lui une partie de mon cœur. Nos échanges se limitèrent à quelques messages, des colis remplis de livres, de douceur, de mots écrits à la hâte sur des bouts de papier. Il ne répondait pas toujours, mais je savais qu'il lisait, qu'il gardait tout précieusement. Un jour, il m'écrivit ces mots qui résonnent encore en moi. Parfois, aimer, c'est apprendre à laisser partir. Ce fut une révélation, un adieu silencieux à ce que nous avions été, à ce que nous ne pourrions plus jamais être. Je me suis mise à marcher chaque matin dans les allées du parc de la Roseraie, cherchant un souffle d'air, un peu de paix. J'ai commencé une thérapie avec Madame Sema, une femme douce qui m'a appris à me regarder sans haine, à accepter mes failles. Thomas, lui, rejoignit un groupe de soutien, un espace où il pouvait enfin déposer ses douleurs sans crainte. Un soir, en rangeant mes affaires, je retrouvai un vieux cahier où j'avais écrit des mots pour Thomas quand il était enfant. Sur la dernière page, j'ajoutais une phrase qui résume tout: je serai ta première protection, mais aussi celle qui te pousse à grandir. Je gardai précieusement un message qu'il m'avait envoyé, une photo de lui dans sa nouvelle chambre, souriant faiblement: je n'ai pas grand-chose, mais il y a la lumière du matin. C'est suffisant pour recommencer. Je répondis simplement: recommence, mais n'efface pas tout. Ce qui fait de toi ce que tu es, ce sont aussi les erreurs qui ont forgé le vrai. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être plus de silence, des conversations inachevées, des blessures qui ne cicatrisent jamais tout à fait. Mais je sais une chose, nous n'avons pas aimé la mauvaise personne. Nous avons simplement essayé de la retenir d'une manière qui ne pouvait que nous briser. Et si vous êtes là, si vous avez écouté cette histoire avec votre cœur, je vous remercie. Parce que parfois, la vérité n'est ni noire ni blanche. Il existe des amours sans nom, des sentiments à la fois beaux et erronés. Et parfois, il faut choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le cœur et ses conséquences. Je vous remercie d'avoir écouté, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre humanité. Parce qu'au fond, l'intention est souvent plus juste que l'acte, et la solitude non dite engendre les plus grandes tragédies. Nous avons aimé, perdu, abandonné, et parfois continué à tenir ce qui aurait dû être lâché. C'est cette empathie qui fait de vous les meilleurs témoins de cette histoire. Si cette histoire vous a bouleversé, fait réfléchir, ou simplement laissé dans le silence, alors nous avons touché quelque chose de vrai, au cœur de notre humanité. Je vous remercie encore. Et si cette histoire continue de vivre en vous, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Je me souviens parfaitement de ce matin-là, lorsque le ciel d'Angers était d'un bleu pénétrant, froid et clair, comme si le monde voulait effacer les ombres des jours passés. Pourtant, dans la maison, le silence pesait lourd, presque insupportable. Thomas n'était plus là, et chaque pièce semblait résonner de son absence, comme un écho vide qui refusait de disparaître. Je me levai tôt, préparai mon café, les mains tremblantes mais le regard fixe, résolu à affronter une nouvelle journée. Pourtant, au fond de moi, rien n'avait changé. Je n'étais plus la même. Les jours s'écoulaient, monotones, rythmés par mes allers-retours à l'hôpital, les soins prodigués aux inconnus qui ignoraient toute ma tempête intérieure. Mon téléphone vibrait parfois, un message silencieux, un mot bref signé Thomas, mais c'était rare. Je sentais que la distance entre nous grandissait, qu'un abîme s'ouvrait lentement, infranchissable. Puis vint ce coup de téléphone, celui qui fit vaciller mon monde. Une voix étrangère, pressée, venue d'un hôpital privé à Nantes, m'annonça que Thomas avait été retrouvé dans un état préoccupant. Je me précipitai, le cœur battant, l'esprit envahi par 1000 scénarios, les pires cauchemars d'une mère. Avais-je encore une chance de lui dire combien je l'aimais, combien je regrettais mes erreurs? À mon arrivée, il était là, si fragile, si pâle, relié à des machines, les yeux fermés. Je m'assis à son chevet, lui prenant la main, espérant que mon contact lui rendrait un peu de force. Il ouvrit les yeux, et sans un mot, serra doucement ma main. Ce fut un moment suspendu, où tout le reste s'effaça. La route vers la guérison fut longue et difficile. Thomas accepta de suivre une thérapie, un chemin qu'il entreprit avec hésitation mais détermination. Moi aussi, je suivis un traitement, une quête pour retrouver la paix intérieure. Nous étions deux âmes blessées, apprenant à se reconstruire, à se comprendre autrement. Un jour, il m'avoua qu'il avait rejoint un groupe de soutien à l'université, un lieu où il pouvait enfin déposer ses fardeaux sans crainte. Ses messages, bien que rares, étaient empreints d'une sagesse nouvelle. L'amour, disait-il, ce n'est pas toujours posséder, c'est parfois savoir laisser partir. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à la liberté, à la rédemption. Je me rappelle cette soirée où, en rangeant mes affaires, je retrouvai un vieux carnet où j'avais écrit pour lui quand il était enfant.
Sur la dernière page, j'ajoutais une phrase, un serment silencieux, je serai ta première protection, mais aussi celle qui te pousse à grandir. Nous avions tous les deux changé, fracturés mais vivants. Thomas m'envoya une photo de sa nouvelle chambre, un sourire timide aux lèvres, accompagné d'un message, je n'ai pas grand-chose, mais le matin, il y a de la lumière. C'est assez pour recommencer. Je lui répondis simplement, recommence, mais n'efface pas tout. Ce que tu es, c'est aussi le fruit des erreurs qui ont forgé ta vérité. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être davantage de silence, des blessures à penser, des dialogues interrompus. Mais je sais une chose, nous n'avons pas aimé la mauvaise personne. Nous avons simplement essayé de retenir l'impossible avec des mains trop humaines. Si vous êtes là, si vous avez écouté cette histoire avec votre cœur, je vous remercie. Parce que parfois, la vérité n'est ni noire ni blanche. Il existe des amours sans nom, des sentiments à la fois beaux et erronés. Et parfois, il faut choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le cœur et ses conséquences. Je vous remercie d'avoir écouté, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre humanité. Parce qu'au fond, l'intention est souvent plus juste que l'acte, et la solitude non dite engendre les plus grandes tragédies. Nous avons aimé, perdu, abandonné, et parfois continué à tenir ce qui aurait dû être lâché. C'est cette empathie qui fait de vous les meilleurs témoins de cette histoire. Et si cette histoire vous a bouleversé, fait réfléchir, ou simplement laissé dans le silence, alors nous avons touché quelque chose de vrai, au cœur de notre humanité. Je vous remercie encore, et si cette histoire continue de vivre en vous, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Mais parfois, dans le silence de la nuit, quand la maison est plongée dans l'obscurité, j'entends encore ce souffle, cette respiration qui me fait douter, ce regard qui me poursuit. Une ombre dans le miroir, un murmure à la fenêtre. Et je me demande, sommes-nous vraiment seuls? Ou est-ce que quelqu'un, quelque part, observe encore, patientant, attendant son heure? Je ne sais plus très bien quand le poids de ce secret a commencé à m'écraser, ni quand la frontière entre l'amour maternel et quelque chose d'autre s'est estompée, devenant floue, incertaine. Angers, avec ses ruelles pavées et ses façades en tuffeau, semblait soudain étrangement étrangère, un décor figé où mon histoire se déroulait en boucle, sans fin ni échappatoire. Chaque matin, je me levais en sentant cette lourdeur au creux du ventre, ce mélange amer de culpabilité, de peur et d'un désir impossible à nommer. La maison, jadis refuge chaleureux, était devenue un théâtre silencieux où chaque objet, chaque odeur, racontait notre histoire brisée. Parfois, je me surprenais à revenir sur cette nuit fatidique, rejouant les gestes, les regards, les silences. Comment avais-je pu laisser Thomas s'approcher ainsi, dépasser ces limites que je croyais infranchissables? Était-ce ma faute, la sienne, ou simplement le résultat d'un amour trop intense, trop exclusif, qui avait dérapé sans qu'aucun de nous ne sache comment l'arrêter? Je portais encore la couverture douce sous laquelle il s'était blotti, comme une peau à laquelle je refusais de renoncer. Ce contact, cette chaleur, était devenu à la fois une source de réconfort et une morsure lancinante. Je savais que si je lâchais prise, tout s'effondrerait. Mais si je tenais bon, je risquais de m'y perdre à jamais. Le visage de Thomas hantait mes pensées, ses yeux qui n'étaient plus ceux d'un enfant, mais d'un homme pris au piège d'un amour interdit. Je ressentais ses luttes silencieuses, ses blessures invisibles, et la douleur de l'impossibilité. J'avais envie de le protéger, de le libérer, mais aussi de le garder près de moi, malgré tout. Les jours suivants furent un mélange d'évitement et de confrontation muette. Les repas partagés se faisaient sans un mot, les regards évités, mais la tension sous-jacente était palpable, prête à exploser à tout instant. Monsieur Lefebvre continuait à passer, discret, attentif, apportant un peu de lumière dans cette obscurité, mais même lui semblait sentir ce tourbillon prêt à nous engloutir. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à recouvrir les toits d'ardoise, Thomas est venu vers moi, le regard plus clair, plus décidé. Sans un mot, il a pris ma main et l'a serrée doucement. Ce geste, simple mais chargé d'une promesse tacite, m'a bouleversée. Peut-être pour la première fois, j'ai senti qu'il voulait avancer, qu'il cherchait une issue, une lumière au bout du tunnel. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais aussi qu'il fallait que nous apprenions à aimer autrement, à nous retrouver dans la distance, le respect, la liberté. Ce fut le début d'un renouveau douloureux, mais nécessaire. Je n'oublierai jamais ces instants suspendus, où le silence disait plus que les mots, où nos cœurs battaient à l'unisson malgré la tempête. Aujourd'hui, je vis avec cette histoire, avec ses cicatrices, ses blessures encore ouvertes, mais aussi avec l'espoir fragile d'une réconciliation possible, d'un amour réinventé. Mais parfois, la nuit, quand tout est calme, je me demande encore qui vraiment nous observe, qui connaît nos secrets les plus sombres. Une ombre dans le jardin, un souffle à la fenêtre, un murmure dans le vent. Et je me demande, avec une angoisse sourde, sommes-nous vraiment seuls?
Ou existe-t-il quelqu'un, tapi dans l'ombre, qui attend patiemment le moment où tout éclatera? Cette pensée, plus que tout, me glace le sang. Car dans ce jeu d'ombre et de silence, parfois, le pire ennemi est celui que l'on ne voit pas venir. Les jours suivants, la maison semblait encore plus lourde de non-dits, chaque pièce résonnant de cette présence invisible qui s'était immiscée entre Thomas et moi. Le moindre bruit, le moindre craquement du plancher me faisait sursauter, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, complices d'un secret que je n'osais plus affronter. Mon rôle d'infirmière, si rassurant et ordonné dans les couloirs de l'hôpital, devenait ici une mascarade délicate où je jouais la mère aimante et forte, tandis que ma réalité intérieure s'effilochait lentement. Thomas, lui, s'efforçait de maintenir une façade d'indifférence. Il quittait la maison tôt, rentrait tard, toujours ce même silence pesant entre nous. Pourtant, il y avait dans ses gestes une certaine tendresse retenue, un regard furtif, une main qui effleurait à peine la mienne, un sourire trop rapide pour être sincère. Ces éclats d'humanité me faisaient vaciller entre espoir et désespoir, entre envie de me raccrocher à lui et peur de ce que notre proximité pouvait engendrer. Monsieur Lefebvre continuait à être un point d'ancrage discret, une présence rassurante dans ce chaos émotionnel. Ses visites hebdomadaires, ses conseils prudents, et surtout, son regard bienveillant, m'apportaient un peu de lumière. Parfois, il me rappelait avec un sourire, même les plus solides des maisons ont besoin d'être réparées régulièrement, Claire. Je lui répondais souvent par un sourire forcé, consciente que mes murs intérieurs étaient fissurés bien plus profondément que ceux de la maison. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Thomas revint plus tard que d'habitude. Ses pas résonnaient dans le couloir désert, lourds de fatigue et de non-dits. Il s'installa près de moi dans le salon, sans un mot, et posa sa tête sur mon épaule. Ce simple geste, empreint d'une vulnérabilité rare, fit éclater un barrage d'émotions que j'avais enfoui depuis trop longtemps. Je sentis ses doigts se refermer doucement sur les miens, un lien fragile mais réel entre deux âmes écorchées. Les semaines suivantes furent un mélange de tentatives maladroites pour établir un équilibre, de silences lourds et de regards échangés, parfois chargés de reproches, parfois d'une tendresse désespérée. Nous apprenions, chacun à notre manière, à naviguer dans cet océan de contradictions, à poser des limites sans briser ce qui restait de notre lien. Mais le poids du secret, de ce qui avait été et de ce qui ne pouvait être, pesait toujours sur nos épaules. Une nuit d'hiver, alors que la neige étouffait les bruits du monde, je surpris un murmure étouffé venant de la chambre de Thomas. En m'approchant, je vis une silhouette dans la pénombre, une ombre qui semblait attendre, scrutant la nuit par la fenêtre entr'ouverte. Le souffle court, je reculai doucement, consciente que cette image resterait gravée dans ma mémoire, un rappel cruel que parfois, les fantômes les plus terrifiants ne sont pas ceux du passé, mais ceux que l'on porte en SOI.je savait que le chemin serait long, que le retour à la sérénité serait difficile, peut-être impossible. Mais malgré tout, je restais là, prête à affronter l'inconnu, à lutter contre les ombres, à chercher la lumière dans ce labyrinthe d'émotions contradictoires. Car au fond, je savais que l'amour, même lorsqu'il est brisé, même lorsqu'il est malmené, est la force la plus puissante qui soit. Et même si parfois, il nous conduit aux confins de la douleur, c'est lui qui nous pousse à avancer, à espérer, à renaître. Alors, je continue d'écrire cette histoire, non pas pour trouver des réponses, mais pour apprivoiser les silences, pour donner une voix à ce qui ne peut être dit, et peut-être, un jour, pour retrouver la paix. Mais au creux de la nuit, lorsque la maison est plongée dans le noir, je me demande encore, qui veille vraiment sur nous? Qui, dans l'ombre, attend patiemment le moment où tout basculera? Et cette question, plus que tout, m'effraie.